Nous accueillons donc Bernard Guetta. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous avoir à nos côtés pour ce grand entretien. Je rappelle donc député européen du groupe Renew, ancien journaliste et spécialiste de géopolitique internationale. À mes côtés pour vous interviewer, Henri Vernet, éditorialiste politique à la rédaction de France Info Télé. Plusieurs événements se sont là déroulés de manière très accélérée en cette fin de journée et on voudrait avoir votre regard et votre analyse, notamment sur cette information donc de drones iraniens qui ont touché le porte-avions Abraham Lincoln. Qu'est-ce que ça vous évoque comme réaction c'est l'Iran qui affirme ainsi avoir touché le porte-avions Abraham Lincoln? Écoutez, on va voir. On va voir. Mais le fait est que les Iraniens s'emploient depuis samedi dernier, depuis l'offensive israélo-américaine, à montrer, à essayer de convaincre le monde qu'ils peuvent résister à cette intervention militaire, premièrement, et deuxièmement, que le régime tient. Alors, pour ça... Jusqu'à toucher les Américains. C'est ça le récit de cette attaque potentielle affichée par la télévision iranienne. Mais c'est possible, on ne sait pas. Mensonge avait rétorqué les militaires américains. Voilà, on est dans... On ne sait pas, ça s'appelle le brouillard de la guerre. Bon, mais pour le reste, il frappe partout, tous azimuts. Il frappe en Azerbaïdjan, il frappe tous les pays du Golfe, il frappe Israël naturellement, et il frappe à répétition. Simplement, il frappe avec un objectif très simple, qui est d'essayer de faire tellement peur au marché que l'économie mondiale, je ne dirais pas s'effondre, mais recule, essuie des coups très sérieux, et qu'à ce moment-là, Donald Trump et sa majorité prennent peur et reculent. Simplement, pour cela, il faut qu'il frappe énormément, et donc qu'il tape dans des réserves d'armes qui ont déjà été considérablement amoindries par la guerre des 12 jours en juin dernier. Et donc les stocks d'armes iraniens ne sont pas inépuisables. Et deuxièmement, et plus ils tapent, plus ils les épuisent. Et deuxième problème, plus ils tapent, plus ils organisent contre eux un front de plus en plus large. Regardez ce qui se passe avec les forces européennes. Les Iraniens sont allés frapper Chypre. Enfin, une base britannique à Chypre. Pourquoi ? Parce que les Britanniques avaient autorisé les Américains à utiliser cette base, premièrement, et d'une manière plus générale, parce que Chypre s'est considérablement rapproché d'Israël à cause de son conflit avec la Turquie, et donc pour se protéger. Vous pensez que ces pays, donc y compris des pays européens, pourraient rentrer dans le conflit ? Alors les pays européens, regardez, ceux de la région bien évidemment. Regardez, même l'Espagne a envoyé un navire qui accompagne l'escouade française pour aller protéger Chypre. Pourquoi ? Parce que Chypre est un pays de l'Union européenne et que tous les États membres de l'Union européenne doivent protection à un pays de l'Union européenne attaqué. Et Chypre a été attaqué incontestablement. Alors les Européens, à des degrés divers, disent non, nous n'entrons absolument pas dans ce conflit. Nous ne prenons que des mesures défensives. Ben oui, sauf que les mesures défensives contribuent évidemment à l'affaiblissement de l'offensive ou de la contre-offensive, comme on veut, iranienne. Et donc, de facto, les Européens, beaucoup d'entre eux en tout cas, se retrouvent impliqués dans cette guerre. L'Azerbaïdjan, on va voir ce que va faire son président. Mais enfin, il a quand même dit, dans ces conditions, moi je vais répliquer. Un aéroport a été touché, je crois aussi une école, des bâtiments civils en tout cas, mais en tout cas l'aéroport. Eh bien, les Iraniens sont en train quand même de mobiliser contre eux. À des degrés divers, mais de mobiliser contre eux. L'autre actualité aussi de cette fin de journée, c'est ce qui se passe au Liban, avec l'armée israélienne qui a donc demandé qu'une large population dans le sud de Beyrouth donc évacue... C'est-à-dire le quartier chiite et le quartier contrôlé par le Hezbollah. Voilà, exactement, évacue la zone. Depuis, Emmanuel Macron l'a annoncé l'envoi immédiat d'une aide humanitaire pour les réfugiés fuyant le sud du pays. Il a aussi dit qu'il voulait établir un plan. Tout doit être fait pour empêcher que le pays soit à nouveau entraîné par la guerre. Ce soir, Bernard Guetta, vous êtes inquiet pour le Liban ? Bien sûr que oui.
Bien sûr que oui, et heureusement que le président se mobilise. Il est le seul à le faire, par parenthèse, il est le seul à le faire. Il est le seul à le faire parce que, tout simplement, historiquement, la France est extrêmement liée au Liban, pays qu'elle a créé, en tout cas dont elle a dessiné les frontières. Plus exactement. Soyons précis. Et deuxièmement, auquel les Français sont très généralement attachés, ne serait-ce que parce que il y a une importante communauté libanaise dont tout le monde apprécie. Y a-t-il les moyens d'aider ? Quels sont les moyens ce soir d'Emmanuel Macron d'aider, d'avoir... Écoutez, la pression diplomatique est quand même importante. Je ne dis pas malheureusement que Netanyahou tiendra forcément compte, mais quand même, le président a appelé à la fois Trump et Netanyahou pour dire non. Il ne doit pas y avoir de troupes au sol, de troupes israéliennes au sol au Liban. Il entre au Liban. Écoutez, en tout cas, il fallait le faire. Alors, on verra bien, mais au moins, il l'a fait et il faut l'en féliciter. Il y a des soldats français qui sont là, avec la finule. Alors, évidemment, c'est pas du tout leur rôle de s'être imposé dans cela, mais néanmoins, est-ce que ça peut peser ? Ça peut peser parce que ces soldats français peuvent se retrouver... dans des tirs croisés, pour voir des tirs pas croisés, mais purement israéliens. Ça s'est déjà produit. Ça peut se reproduire. Je n'imagine pas aujourd'hui que le gouvernement de M. Netanyahou commettrait une stupidité pareille. Je crois qu'ils seront plus prudents là-dessus. Enfin... Après, il est poussé aussi par son extrême droite au sein de son gouvernement. On a passé tout à l'heure un moment de Bezalel Smotrich qui est allé, donc un de ses ministres d'extrême droite, qui est allé à la frontière entre Israël et le Liban pour menacer de destruction. Il y a aussi ça dans le gouvernement aujourd'hui israélien, cette volonté de certains des ministres de Benjamin Netanyahou de détruire le Hezbollah, de s'emparer, de remodeler toute la zone. Je vais vous dire, détruire le Hezbollah, c'est une unanimité en Israël. Et on le comprend, puisque le Hezbollah a été créé pour bombarder Israël et contribuer à son anéantissement sous l'égide de l'Iran. Mais cela étant, les deux ministres auxquels vous faites allusion, qui sont des allumés d'extrême droite, des gens absolument détestables et profondément dangereux, bien, leur importance politique va peser de moins en moins dans les semaines qui viennent et les jours qui viennent, pour une raison très simple, qui est que l'opération menée par le Premier ministre contre l'Iran fait la quasi-unanimité dans l'opinion israélienne, y compris dans l'opposition la plus virulente à Netanyahou. Donc Netanyahou a de moins en moins besoin, en l'occurrence, de ces deux louveteaux. Vous parliez des Européens et notamment de cette opération conjointe donc sur Chypre. Il y a également cette coalition qu'a évoquée, qui essaie de monter le président Macron pour le détroit d'Ormuz, donc à la fois militaire et diplomatique. Néanmoins, ces Européens, vous qui les connaissez par cœur et qui les observez depuis le Parlement européen, quand même, quel est le spectacle qu'on est en train de donner ? Est-ce qu'ils peuvent peser le moins du monde quand on voit, par exemple, avant-hier, le président Trump qui reçoit le chancelier Merz à la Maison-Blanche et qui, devant lui, passe un savon à Sanchez, à l'Espagne de Sanchez, la menace sans que ne réagisse le chancelier. Comment est-ce que vous lisez ça ? Aujourd'hui, l'Europe, elle est unie, elle affiche une force, ou au contraire, c'est le grand absent ? Écoutez, le grand absent. Vous savez, on dit toujours la France n'a pas été prévenue, aucun Européen n'a été prévenu. Mais le Congrès des États-Unis n'a pas été prévenu. Absolument personne n'a été prévenu. Et donc, c'est bon. Mais au-delà de cela, si on observe les choses d'une manière froide, réfléchie, il y a en vérité une unanimité sur le fond dans les capitales européennes. C'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas que le régime iranien gagne. Alors, les Espagnols et leur Premier ministre, président du Conseil, disent regretter et condamner le fait que les Américains et les Israéliens soient entrés en guerre, mais néanmoins, ils ne veulent pas qu'il y ait une victoire de ce régime.
Évidemment pas. Et aucun pays européen ne le voudrait. Donc ils s'attelleront à l'empêcher. Écoutez, je crois de plus en plus parce que de facto, regardez, même les Espagnols participent aujourd'hui à la défense de Chypre, c'est-à-dire à une contre-offensive contre le régime iranien. Mais avec quand même Pedro Sanchez qui a dit très clairement, le Premier ministre espagnol, non à la guerre. Alors qu'en même temps, il y a le chancelier allemand, comme le rappelait Henri Vernet, qui était Frédéric Merz dans le bureau ovale à Washington et qui, à côté de Donald Trump, dit « Nous sommes sur la même longueur d'onde pour ce qui est de renverser ce terrible régime. » Mais le Premier ministre espagnol dit non à la guerre, mais il est en train d'y participer. Donc, il est en train d'y participer. Posture politique de la part de Pedro Sanchez ? Non, c'est pas une posture politique. Il est absolument sincère. Il y a une tradition diplomatique de l'Espagne qui est très différente de celle de la plupart des autres pays européens, pas tellement différente d'ailleurs de celle de la France en vérité, mais des autres pays européens certainement. Mais encore une fois, sur le fond des choses, je crois qu'il y a peu de divisions. Sur la ligne française, celle défendue par Emmanuel Macron dans son élocution depuis l'Élysée, où il a dit « Les États-Unis et Israël ont agi en dehors du droit international, ce que nous ne pouvons approuver ». Et ensuite, il a complété « Mais aucun bourreau ne sera regretté ». Sur le droit international, vous aussi, vous dénoncez cette offensive israélo-américaine avec le droit du plus fort qui s'impose. Écoutez, c'est même pas que je dénonce personnellement, je pense que vous faites allusion à un papier que j'ai publié dans Libé. Votre tribune dans Libération, les bombardements ont permis l'élimination du tyran, mais ont enterré le droit international. Mais ont enterré le droit international. Je crains malheureusement que ce ne soit vrai, parce que la Maison-Blanche rejoint le Kremlin aujourd'hui en se souciant comme d'une guigne du droit international. Monsieur Poutine dit « J'envahis l'Ukraine parce que tel est mon bon plaisir », et M. Trump dit « J'envahis l'Ukraine en me passant de tout feu vert ». Donc, parce que tel est mon bon plaisir. Alors, on peut juger que par ailleurs, au-delà de cette violation patente, indiscutable du droit international, eh bien, il y avait des raisons politiques qui motivaient tout cela. Mais au-delà de... écoutez... oui, parce que malgré tout, un tyran est tombé. Mais malgré tout, un tyran est tombé. Vous avez fait allusion à ce papier que j'ai publié. Je crois que ça commençait par la mort d'un tyran, ça ne se regrette pas. Ça se fête. Mais je voulais justement vous soumettre une autre tribune qui a été écrite dans l'Orient le jour, de la part du rédacteur en chef donc, du journal libanais, très brillant, de l'Orient le jour. Et lui, il ne vous suit pas totalement. Il dit « Nous aurions toutes les raisons de nous opposer à la guerre en Iran, et pourtant ». Et il dit « Cette guerre nous met face à nos contradictions ». Oui, mais lui, il penche de l'autre côté, c'est-à-dire non-respect du droit international. Mais en fait, on dit la même chose. Simplement, il inverse. Mais vous savez, je serais libanais et non pas français. J'aurais probablement rédigé mon éditorial comme notre confrère l'a fait. Parce qu'il est libanais et il se rendait bien compte que cette guerre allait provoquer des dangers immenses, et on le voit malheureusement pour le Liban, mais pour tous les pays de la région, ce qui est la vérité. Mais ce qu'il dit également, c'est que même si le régime des Mollahs était fragilisé, isolé, et même rejeté par une grande partie de la population, comme on a pu le voir, en tout cas l'analyser après les grands mouvements qu'il y a eu début janvier et ce massacre de la population entre 7 000 et 30 000 morts. Ce que dit cette tribune dans l'Orient le jour, c'est que il aurait tenu ad vitam aeternam, parce que justement, avec cet appareil sécuritaire prêt à massacrer sa population, s'il n'y avait pas ces frappes israélo-américaines, s'il n'y avait pas eu d'intervention, alors le régime tient toujours, mais sans intervention extérieure, il aurait tenu ad vitam aeternam. Écoutez, ad vitam aeternam, je n'y crois pas. J'étais correspondant du Monde à Moscou quand l'URSS est tombé. Vous savez, à l'époque, on disait que le communisme était éternel, que les pays qui étaient entrés ou qui étaient tombés sous la domination communiste, malheureusement pour eux, ne pourraient jamais en revenir. Ça n'existe pas.
en politique, ça n'existe pas dans l'histoire. Jamais. L'Empire romain est tombé. Pourquoi est-ce que le régime iranien ne tomberait pas? Soyons sérieux. Évidemment que ce régime peut tomber. Alors, ce qui est tombé, vous l'avez dit, c'est le droit international. Mais ça veut dire qu'il est mort et enterré, qu'il n'y a plus rien à faire, parce qu'aujourd'hui, c'est l'Iran. Hier, c'était le Venezuela. Et avant-hier, c'était les menaces sur le Groenland. Mais n'oubliez pas l'Ukraine avant. Et bien sûr, et l'Ukraine avant, avec Poutine. Et là-dessus, d'ailleurs, on peut penser qu'ils se rejoignent, Poutine et Trump, d'ailleurs, y compris dans le projet de marginaliser et de disloquer totalement l'Europe. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, quand Emmanuel Macron dit, l'a encore répété lundi à l'île Longue à propos de la dissuasion avancée désormais, que pour être libre, il faut être craint, pour être craint, il faut être puissant. Est-ce qu'on peut extrapoler ça éventuellement à l'Europe pour que justement elle évite, par exemple, s'il y a de l'aventurisme en Groenland, si l'idée revenait, qu'est-ce que vous... Écoutez, non seulement, évidemment, que nous devons être forts, mais nous commençons à l'être. On le sous-estime dans toutes les capitales des États membres. C'est très étrange. Particulièrement à Paris, mais en vérité dans toutes les capitales. Mais depuis 2 ans, 3 ans, les pas que l'Union européenne a fait dans la construction d'une défense commune sont absolument gigantesques. Par rapport aux traités, par rapport aux possibilités que nous donnent les traités, parce que les traités ne prévoient absolument pas cela. Et on est en train d'inventer. Et finalement, alors, beaucoup trop lentement à mes yeux, évidemment, aux vôtres aussi, j'imagine, et beaucoup trop lentement, objectivement, mais par rapport aux possibilités, en vérité, très vite. Et la roue s'accélère, véritablement. Parallèlement, l'Union européenne, enfin, est en train d'adopter un texte, un règlement protégeant la production européenne contre le déferlement de produits de basse qualité chinois sur nos marchés. Mais en vérité, de produits chinois et américains aussi, et de tout autre pays qui bousculerait. Et sur le plan militaire, par exemple, ça va assez vite. Là, on voit, par exemple, chacun y va un peu dans ton dispersé. Et il y a quelque temps, Thierry Breton avait évoqué l'idée d'un porte-avions européen. J'y pense, puisque là, actuellement, il s'agit de déployer le français. Est-ce que ça pourrait être des pistes? Pourquoi européens? Nous avons déjà des porte-avions français et d'autres... Et puis des Britanniques. Exactement. Et d'autres nationalités. Non, mais écoutez, ce qu'on est en train de faire, avec les pires difficultés, mais on le fait, c'est de constituer des entreprises pan-européennes d'armement, avec des projets. Sur l'avion de combat, pour l'instant, ça bloque. Il se peut que ça ne marche pas. Je n'en sais rien. Il se peut que ça ne marche pas. Mais en tout cas, on avance. Et les propositions que vient de faire le président de la République sur la dissuasion avancée sont absolument fondamentales parce que elles impliquent une implication, pardon de la répétition, une implication de nos partenaires européens dans le dispositif de montée de la dissuasion. C'est-à-dire que nos partenaires, du moins ceux qui sont volontaires, vont participer à la structuration d'une défense commune autour de la dissuasion française. Bernard Guetta, je voudrais vous faire réagir à Donald Trump et une de ses dernières déclarations aujourd'hui. Le président américain qui affirme qu'il veut... Ça vous fait déjà sourire. Mais oui, parce qu'on a 4 déclarations par jour de Trump. Je ne suis même pas allée jusqu'au bout de ma question. Pardon. Alors, cette fois-ci, oui. Il dit qu'il veut choisir le successeur en Iran. Oui. Et il affirme, donc le prochain dirigeant iranien, et il affirme ainsi que le fils de Khamenei est un poids plume. Je dois être impliqué dans le choix, donc là c'est Donald Trump qui parle, ce n'est pas moi, comme avec Delcy Rodriguez, donc la dirigeante actuelle du Venezuela. Le fils de Khamenei n'est pas acceptable pour moi. Nous voulons quelqu'un qui apporte la paix et l'harmonie à l'Iran. Qu'est-ce que vous inspire cette déclaration du président américain en cette fin de journée ? Écoutez, une fois de plus, Donald Trump est un comique qui s'ignore. Avant de parler de désigner le futur dirigeant de l'Iran, il faudrait gagner cette guerre et qu'il s'y emploie avant de vouloir désigner le futur dirigeant de l'Iran.
difficile de prévoir l'évolution d'une guerre, mais Donald Trump s'est exprimé au tout début du conflit en disant que ça va durer 4 ou 5 semaines. Puis, alors maintenant, le récit varie. Est-ce que ce pari d'une guerre relativement rapide, au vu de votre connaissance de la région, vous semble quelque chose de pertinent ou Donald Trump se trompe dans son analyse de ce conflit ? Écoutez, la grande question, en vérité la seule question fondamentale à mes yeux, est de savoir si Donald Trump va reculer ou pas reculer. Mais s'il ne recule pas, si cette offensive se poursuit, je ne vois pas comment ce régime peut gagner la guerre. Et je ne vois pas comment il ne tomberait pas. Alors, est-ce que c'est dans 3 jours ou dans 3 semaines ? Ça, véritablement, je n'en sais rien. Mais au bout du compte, at the end of the day, comme on dit aux États-Unis, at the end of the day, écoutez, je ne vois pas comment ce régime peut tenir, sauf si Donald Trump recule. Mais, et avec quelles conséquences ? Prenons l'hypothèse du scénario d'écroulement du régime. D'écroulement du régime. Oui. Il y a la crainte d'un chaos régional. Bien sûr. Je vous ai évidemment lu et vous dites, vous êtes plutôt optimiste, si j'ai bien compris, en disant tout changement crée une instabilité, ça ne peut pas être une raison. Mais écoutez, la fin de l'URSS a créé un chaos européen, évidemment. Est-ce qu'il faut pour cela regretter la fin de l'URSS? Moi, pour ma part, non, je ne regrette pas la fin de l'URSS. Est-ce qu'il faudrait demain regretter parce qu'elle provoquerait incontestablement un nouveau chaos en Europe, une chute de Vladimir Poutine? Non, j'y aspire comme 80% ou 85% des Européens, évidemment. Est-ce qu'il faudrait dire que parce qu'une chute, un ébranlement du Parti communiste chinois provoquerait une incertitude dramatique, il faudrait le statu quo? Écoutez, non, moi je ne suis pas un homme de comment vous la statu voyez, quo. cette chute du régime? Est-ce qu'elle pourrait, le soulèvement populaire, alors auquel encourage Trump, mais enfin... Il y a d'autres scénarios. Il y a d'autres scénarios. Parce que celui-là, vous n'y croyez plus, les Iraniens dans la rue, je ne sais sous pas. les bombes, c'est difficile, mais évidemment... Sous les bombes, c'est même impossible. Hein, sous les bombes, c'est impossible. Mais écoutez, il peut y avoir à un moment donné une cassure, une fissure, en tout cas, dans ce régime, et que des hommes sortent de la position complètement dure et disent bon il faut négocier, il faut tendre la main à l'opposition, il faut tendre la main à la population. C'est un premier scénario. Il y a l'éclatement ethnique, parce que n'oublions jamais que l'Iran, c'est 55% peut-être de Perses chiites, mais c'est aussi des Kurdes, des Baloutches, des Azéris, etc., sunnites dans leur immense majorité, et donc il peut y avoir un fractionnement du pays. Un risque de guerre civile? Mais bien sûr qu'il y a un risque de guerre civile, c'est absolument évident. Mais continuons, si vous voulez, dans la direction du pessimisme. S'il y avait un fractionnement de l'Iran et que soudain les Kurdes iraniens, c'est pas une petite population. Hein. Et c'est le pari américain de s'appuyer sur les Kurdes. C'est ce qui commence à se dessiner. C'est ce qui commence. C'est un des paris. Ce n'est pas encore joué, mais c'est un des paris incontestablement. Eh bien, si le Kurdistan iranien demain se détachait de l'Iran, écoutez, toute la question d'un Kurdistan regroupant toutes les minorités kurdes des 4 pays, eh bien, se poserait. Et à ce moment-là, c'est un ébranlement général des frontières dessinées tout à fait artificiellement par les puissances coloniales britanniques et françaises au lendemain de la Première Guerre mondiale et de l'effondrement de l'Empire ottoman. Bien entendu qu'il y a d'immenses points d'interrogation. Bien entendu. Et c'est en cela que vous refusez le pessimisme, finalement. Vous voyez quelque chose de presque constructif qui pourrait sortir de ce chaos. Non, je ne dirais pas, je ne reprendrai pas votre mot, parce qu'une guerre civile, un fractionnement régional, etc., c'est une chose terrible. Mais simplement, il se peut que ça se produise. Regardez ce qui s'est produit en Irak. En Irak, le Kurdistan est aujourd'hui complètement autonome. Alors, il n'a pas le nom d'État, mais en vérité, c'est un État indépendant, le Kurdistan irakien. À tel point d'ailleurs que les factions armées, parce qu'il y en a du Kurdistan iranien, sont réfugiées au Kurdistan irakien.
Et donc, vous savez, ces frontières dessinées par les puissances coloniales, moi, je n'ai jamais cru qu'elles tiendraient éternellement. Mais beaucoup d'historiens, beaucoup de spécialistes de la région disent non, c'est pas vrai. Ces États ont pris corps, existent. Et vous vous trompez. Peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Mais Bernard Guetta, rapidement pour conclure, si on vous suit dans cette réflexion et qu'en effet le régime iranien tombe avec son lot de le sang sur les mains qu'a ce régime et la terreur que ce régime représente, et que donc l'offensive finalement menée par Donald Trump est un succès, oui. Même si ça évoque chez vous un malaise, Trump aurait donc eu raison? Écoutez, raison, je ne sais pas, parce que, en vérité, retour au point de départ. Qu'est-ce que ça provoquera dans la région? Raison, on en jugera dans 50 ans. On en jugera dans 50 ans, mais l'histoire est en marche. Et on peut dire non, il faudrait pas, etc. L'histoire est en marche. Merci beaucoup Bernard Guetta d'avoir été à nos côtés, député européen du groupe Renew. Merci à vous Henri Vernet également d'avoir été à mes côtés pendant toute cette soirée. Dans un instant, les informés, juste avant le JT Monde, et je vous rappelle, ce soir à 21h dans l'émission Sur le terrain, invité spécial, l'ambassadeur du Liban à Paris. Bonne soirée à tous.